Constitution, il y a les droits de l'homme plus importants que la Constitution elle-même. Et pourquoi ensuite la Constitution organise des pouvoirs publics et comment elle le fait? Ce sont des choses qu'il faudra expliquer à chacun, car, je vous le rappelle, dans notre pays, il y a 3,5 millions d'illettrés, et ceci est la honte pour nous tous, car ce sont de braves gens, femmes et hommes, qui tâchent de vivre dignement en étant privés de ce minimum qui leur permet d'être liés aux autres. La première chose que fera le gouvernement du peuple, le gouvernement du Front de gauche, ce sera d'alphabétiser les illettrés. Ce sera de récupérer, de tendre la main secourable à celui qui dort dans la rue, à celui qui n'a plus de toit, à celle qui ne sait où aller. Ce sera de faire cesser ce supplice sans fin de ces pauvres gens qui, ayant des contrats à durée déterminée de quelques heures, parce que leur vie a manqué quelques heures de travail, ont des amplitudes dans les journées qui détruisent tout, et que l'infâme accord MEDEF, qui a décidé que dorénavant on pourra donner pas moins de 24 heures de travail à ceux qui mendient pour pouvoir gagner dignement leur vie en ayant du travail. Mais on ne leur a pas dit qu'on se moque d'eux. Parce que si maintenant on ne peut pas leur donner moins de 24 heures, il faut savoir que la loi prévoit qu'on pourra mettre 8 avenants. Vous m'entendez? Ça veut dire qu'on pourra leur changer leurs heures de travail et leurs amplitudes 8 fois. Qui peut changer 8 fois l'horaire de la nuit, l'horaire de l'école et chacune des activités du quotidien? Voilà à quoi est soumise la masse pauvre du peuple français, des précaires, quel que soit leur niveau social, leur niveau de qualification. Voilà toutes ces choses qu'il s'agit de faire cesser impérativement pour que, n'ayant plus peur du lendemain, chacun puisse disposer du temps de se dédier aux autres et de réfléchir au bien commun. Alors cette Constitution dont je viens de vous dire comment elle doit être faite, par quels moyens, par quelle intervention, elle a des tâches fondamentales à accomplir. Et nous autres, les gens de gauche, nous avons toujours été partagés entre deux choses qui nous tenaient à cœur. D'une part, la stabilité des institutions, parce qu'on ne fait pas vivre une société sans stabilité institutionnelle. Un peuple révolutionnaire, oui, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la barricade permanente. Comment marier la stabilité institutionnelle et la capacité permanente du peuple à intervenir? Voilà comment nous avons conçu cette proposition que nous faisons à tous, du référendum révocatoire, qui fait que lorsque, disons, 10% de la population, ou 12%, ou 15%, donne son nom ainsi que son numéro de carte d'électeur pour demander un référendum révocatoire, par ce moyen, le référendum est organisé et il permet de remettre en cause le mandat du maire, du président du conseil général, du président de la région et même du président de la République. Voilà comment on peut avoir l'activité populaire et la stabilité institutionnelle. Je ne dis pas que c'est important, parce que je ne veux pas faire durer ce discours, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque cas qui est soulevé par notre expérience et par l'histoire, nous disposons de réponses concrètes. Ces référendums révocatoires existent au Venezuela, en Équateur, ils existent dans plusieurs États fédérés nord-américains. Par conséquent, c'est une invention qui peut trouver à s'appliquer. Le deuxième point, évidemment, c'est que la France doit voir s'établir l'élargissement du territoire de la République. La République a des espaces à conquérir, et le premier des espaces à conquérir, c'est l'entreprise. Comment se fait-il que le Français et la Française, citoyenne et roi dans la cité, rentre à l'usine, au bureau, et là il redevient serf, réduit à des règlements, et c'est la seule fois de sa vie où il travaille sous l'empire d'un contrat de travail qui aliène sa liberté et le place à la subordination de quelqu'un d'autre. Mes amis, étendre la citoyenneté dans l'entreprise, c'est non seulement faire reculer le refus de droit, le déni de droit que j'ai décrit il y a un instant, mais c'est donner aux travailleurs des pouvoirs supplémentaires sur la conduite de l'entreprise. J'ai bien dit pouvoir. C'est en cela que la révolution citoyenne doit entrer dans l'entreprise. La citoyenneté, c'est le pouvoir. La classe ouvrière, les salariés, sont une catégorie sociale d'intérêt général. Il n'y a que les prétentieux bouffis d'orgueil et d'eux-mêmes qui croient que les travailleurs, les travailleuses, les salariés seraient incapables, par nature,
de faire des propositions, de gérer correctement leur entreprise. Mais qui a plus intérêt au bon fonctionnement de son entreprise qu'un travailleur qui en dépend pour vivre? Une entreprise, ce n'est pas d'abord du capital, d'abord un patron, dont paraît-il l'initiative et l'esprit d'entreprise, pardon, le CAC 40, l'esprit d'entreprise, disons, ils ne savent même pas ce qu'ils fabriquent. Non, ce n'est pas ça. Une entreprise, c'est d'abord un collectif humain. C'est des gens qui souvent aiment leur travail, aiment le bien faire, qui mettent en œuvre des brevets, c'est-à-dire de l'intelligence humaine, de la qualification, qui est quelque chose qui est dans la tête et pas dans les mains, comme le croient certains, qui vient ensuite dans les mains. Toute cette richesse, ce trésor, doit être reconnu et les droits qui vont à la personne, eux aussi. Camarades, amis, on pourrait parfaitement imaginer que dans l'entreprise, le pouvoir du comité d'entreprise et des délégués ouvriers soit suspensif sur les questions de stratégie de cette entreprise. On pourrait imaginer que lorsque les travailleurs se sentent prêts à prendre en charge la propriété de l'entreprise, ils puissent le faire grâce à une loi qui leur donne le droit d'être les premiers acquéreurs de l'entreprise abandonnée par le patron ou mis en vente. Alors, je dis à Benoît Hamon et à Arnaud Montebourg, qui sont des solfériniens, je le sais bien, mais qui ont ces jours-ci dit des choses qui nous intéressent lorsqu'ils ont dit que l'austérité ne menait nulle part. Je leur dis, dépêchez-vous de voter la loi qui interdit les licenciements boursiers, parce que ça aussi, ça devrait être une loi constitutionnelle, que tout le pouvoir ne va pas au capital, mais que le travail à sa part du pouvoir. Dépêchez-vous de faire la loi qui permet aux travailleurs, comme ceux de Tulpa, comme ceux de Fralib, d'assumer la direction de leur propre entreprise lorsqu'ils se sentent prêts à le faire, qu'ils sont d'accord pour constituer une coopérative ouvrière. Voilà, mes camarades, le deuxième point et le troisième, qui m'amène vers ma conclusion, en vous priant d'excuser le temps que j'ai déjà pris pour développer tous ces points. Mes amis, la France, telle qu'elle est faite, non pas par je ne sais quelle onction génétiquement établie, chauvinement attribuée. La France comme elle est à cause de la géographie de l'endroit où elle est, et surtout de l'événement considérable qui a fondé l'ère moderne, qui est la grande révolution de 1789, dont la dynamique n'est pas utilisée. La France ne fait pas des révolutions pour elle-même, ce serait stupide. Nous n'écrivons pas sur nos bâtiments comme nos amis allemands le font, den Deutschen Volk. Nous ne sommes pas le folk. Nous sommes liberté, égalité, fraternité. Cela vaut pour tout être humain, y compris quelle que soit votre religion, patrimoine, quelle que soit la couleur de votre peau. Liberté, égalité, fraternité, français. La France, une révolution pour elle-même. Et c'est pourquoi, en dépit de toutes les injustices, et aussi de toutes les fautes que nous avons pu commettre, bien sûr, ou que nos maîtres ont commis en notre nom. Quoi qu'il en soit, nous ne faisons de bonnes révolutions qu'ayant un contenu universel. Nous nous serions imaginé une 6e République sans nous dire, les yeux fermés, j'oublie quelle est ma religion, quelle est la couleur de ma peau. Je me pense comme être humain, constitutif de l'humanité universelle et responsable devant l'humanité universelle. C'est pourquoi la révolution citoyenne est une révolution puisqu'elle change les institutions, puisqu'elle change le régime de la propriété dans certains domaines, puisqu'elle change la hiérarchie des normes, mais qui est citoyenne parce qu'elle dit que le pouvoir résultera toujours de l'action démocratique, c'est-à-dire de la première école d'éducation populaire qui est la confrontation libre des idées dont nous avons besoin. Ce n'est pas nous qui entraînons la société vers une pente autoritaire, comme nous l'observons dans toute l'Europe du fait du travail de la Troïka, de la Commission et du reste. Non, nous nous aspirons continuellement au vote populaire. Et nous annonçons que le jour où nous gouvernerons, on votera beaucoup. Bref, je reviens à cette idée. Qu'est-ce qu'une révolution citoyenne qui est un contenu universel? Ce sera donc une révolution qui mettra à l'ordre du jour des institutions et fera reconnaître comme un droit constitutionnel la protection du seul écosystème compatible avec la vie humaine. C'est-à-dire que ce sera par la force des choses une constitution à caractère écologiste.
c'est-à-dire une constitution qui mettra comme un principe l'arrêt de guerre. Autrement dit, on ne prendra jamais plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et nous, les Français, qui sommes, du fait de la géographie, propriétaires du deuxième territoire maritime du monde, c'est nous qui allons organiser d'une manière écologiste l'entrée en mer qui correspond aujourd'hui à la nouvelle phase de l'expansion de l'espèce humaine sur la surface du globe. Nous allons le faire, et en le faisant, non seulement nous allons permettre de produire plus proprement, plus écologiquement à terre, non seulement nous allons remplir nos devoirs à l'égard de l'humanité, mais nous allons, les faisant, entrant en mer, donner un volant d'entraînement à toute notre économie, car 50% de la population de notre pays vit à moins de 100 km d'une côte, mes amis. Nous allons mettre des machines en place, des hydroliennes, toutes sortes de cultures, toutes sortes de chantiers navals pour construire et démonter les bateaux. Nous allons installer des installations dans la mer pour capter de l'énergie du mouvement mécanique. Bref, nous allons nous lancer à l'assaut d'un monde nouveau. Et c'est en pensant, en imaginant ce monde nouveau, la jeunesse que j'appelle au travail, à l'intelligence, à l'imagination, à vous tous, femmes et hommes, qui tous savez faire quelque chose. Demain, au nom de notre gouvernement, nous vous appellerons tous à organiser cette économie de la mer, cette entrée dans la seule grandeur qui vaille pour la France, c'est-à-dire d'être un peuple inventif, imaginatif, poétique, qui rêve le futur à l'avenir, qui se réjouit d'avoir passé une génération marche, qui est heureux d'avoir réussi à enregistrer le bruit possible du moment initial où l'univers a allumé pour la première fois la lumière et fait entendre le fracas du monde qui décède. Voilà ce dont nous sommes capables, nous autres tous, grâce à l'école, à ce que nous avons appris, à ce que nous allons continuer à apprendre. Ne désespérez jamais de vous. Ne croyez pas que nous soyons condamnés à la misère et au déclin. C'est tout le contraire. Libérez le pays des chaînes de l'argent et vous verrez bondir à force toute puissante de la poésie et de l'humanité et pour finir, de l'amour qui transporte toutes choses. Gloire à la 6e République et si m'en manque un le 5 mai, ça va tarder.